commission dialogue et réconciliation visite à Kidal. Il a rencontré toutes les composantes de la ville. Objectif, une meilleure coordination des actions de réconciliation. Un système financier inclusif et performant pour les 8 pays de l'UEMOA, c'est le but de la réunion du Conseil fédéral des associations professionnelles des banques et établissements financiers ici à Bamako. La rencontre vise également à renforcer la profession bancaire. Inondation à Bamako, la mobilisation s'intensifie pour venir en aide aux sinistrés. Plusieurs ministres du gouvernement étaient aujourd'hui sur les différents sites touchés. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ibrahim Boubacar Keïta était en début de semaine au Tchad. Le président élu du Mali s'est entretenu sur place avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Écoutons le président Ibrahim Boubacar Keïta, un reportage de la télévision tchadienne. Élu démocratiquement le 11 août dernier, le nouveau président malien a décidé d'effectuer au Tchad son premier voyage à l'extérieur en signe de respect et d'admiration à ces beaux et grands pays d'Afrique centrale pour son rôle dans le maintien de la paix et de la stabilité sur l'échiquier continental. Ce lundi, Ibrahim Boubacar Keïta a été tout d'abord accueilli à Abéché par les conseils spéciaux du chef de l'État, Ahmad Bachir et Oumar Kadialemi Boukar, dépêchés en hélicoptère à cet effet, et le gouverneur de la région du Wadaï, Mohamed Orozi, avant d'être conduit à Iriba, où séjourne depuis dimanche le président de la République Idriss Déby Itno. À son arrivée à Iriba, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par le gouverneur du Wadi Fira, Mohamed Delio. Le chef de l'État malien, qui a tenu à rencontrer son homologue tchadien avant même son investiture, a été reçu pendant plus de 2 heures par le président Idriss Déby Itno. Au cours de l'audience, IBK s'est acquitté d'un devoir moral, celui de réitérer au chef de l'État, au gouvernement et au peuple tchadien toute sa gratitude pour l'intervention du Tchad au Nord Mali. Et c'est justement ce point qui a été longuement abordé par les deux chefs d'État. Le sens de la toute première sortie à l'étranger d'IBK consacrée au Tchad va donc au-delà de la dimension visite. C'est en fait l'expression claire du message de remerciement et de reconnaissance de son pays et de la communauté internationale au Tchad, message qui est en lui-même un couronnement de sacrifices consentis par le Tchad pour la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Après l'audience, le président de la République Idriss Déby Itno, usant de la légendaire hospitalité tchadienne, a raccompagné son hôte au pied de l'hélicoptère pour Abéché, où l'attendait l'avion qui l'a transporté de Bamako. Et ici, à Bamako, nous continuons de recevoir des messages de félicitations au président de la République. Ce soir, nous avons ceux de l'Association des femmes de la Poste, de l'association Bolodi Nyorom Matan, de la coalition IBK Mali 2012, de l'Agence Bienfaisance de Chrétiens pour le développement du Mali, du Parti de la Différence au Mali, de l'Association des retraités du ministère de l'Administration territoriale, de la coordination des jeunes maliens du Gabon, du Parti social-démocrate africain, de la coordination IRNATA de Gao, du syndicat des mototaxis au Mali, de l'association des régions du Mali, de la promotion 99-2003 Ibrahim Boubacar Keïta de la FSJE et de l'association des femmes vendeuses de fruits et tubercules de Médine à Sikasso. Tous félicitent le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour son élection à la magistrature suprême du Mali. Le président de l'Assemblée nationale par intérim a reçu ce matin en audience une délégation de l'Union des coalitions africaines et leurs partenaires. L'état des lieux de la promotion et de la protection des droits humains et singulièrement ceux des enfants dans l'espace CEDEAO était au centre des échanges. Le porte-parole de la délégation à sa sortie d'audience a été interrogé par Agibou Koulibaly. Il était un devoir pour nous en tant que coalition, en tant que porte-flambeau de la voix des enfants, de venir féliciter de vive voix les autorités maliennes par rapport à la quiétude qui a prévalu en amont et en aval des élections nationales, mais également lui porter un message de plaidoyer par rapport à la situation des enfants au Mali. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que beaucoup d'enfants maliens se retrouvent sur les sites au Niger, au Burkina Faso, au Mauritanie, etc. Et ces enfants aujourd'hui ont envie de revenir chez eux.
Mais pour revenir chez eux, est-ce que toutes les conditions idoines à leur insertion sont réunies? Donc nous avons voulu donc porter ce message pour que les nouvelles autorités puissent mettre sur leur agenda la question de la réinsertion des enfants. Mais de l'autre côté également, la question de la scolarisation. Comment est-ce que toutes ces écoles qui ont été détruites, toutes les infrastructures sanitaires qui ont été détruites vont être reconstruites? Mais nous avons aussi voulu donner toute la disponibilité de notre union des coalitions pour accompagner les autorités maliennes dans le cadre des appuis psychosociaux que nous pouvons donc apporter pour atténuer le stress de ces enfants-là. Je vous l'annonçais dans les titres, le président de la commission dialogue et réconciliation à la tête d'une forte délégation s'est rendu hier à Kidal. Objectif, informer et sensibiliser les populations sur la mission de la commission qu'il dirige. Les femmes et hommes rencontrés ont exprimé leur désir de vite tourner la page des divergences pour vivre dans la paix. Envoyés spéciaux à Kidal, Agali Agagissa et Abdoulaye Diarra. Le Mali, riche de sa diversité culturelle et ethnique, a plus que jamais besoin d'une réconciliation. Et c'est dans ce but que le président de la commission dialogue et réconciliation s'est rendu dans la capitale des Adrales des Iforas pour rencontrer la population. Les missions de la commission étaient au centre du débat. S'agissant des missions de la commission, on peut retenir 4 volets essentiels. Il s'agit d'identifier et de recenser les forces politiques et sociales ainsi que les groupes armés concernés par le processus de dialogue et de réconciliation. D'enregistrer les cas de violation des droits de l'homme commis dans le pays du début des hostilités jusqu'à la reconquête totale du pays. Il s'agit aussi d'identifier et de proposer des actions destinées à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Des missions qui riment bien avec les préoccupations des chefs coutumiers de la région et les femmes qui l'ont d'ailleurs mentionné dans une déclaration remise au chef de la délégation. Dans leurs différentes interventions, les chefs traditionnels et le maire ont salué l'arrivée des membres de la commission à Kidal tout en réaffirmant leur soutien sans faille aux actions entreprises par l'État et la communauté internationale pour recoudre le tissu social affecté par la crise. Avec l'espoir que la mission que vous êtes en train de conduire laissera de belles traces derrière elle, en participant, n'est-ce pas, aux retrouvailles entre les citoyens d'un pays, des mêmes pays, qui sont divisés politiquement. Depuis le retour de l'administration, le premier responsable de la région s'est attelé à améliorer les conditions de vie des populations à travers plusieurs actions de solidarité. Il est bon de noter que ce dénouement et ce sens de solidarité internationale ont été des facteurs décisifs dans le déclenchement du retour des populations. Dans la même veine, l'État, par diverses actions, est au cœur de cet élan de solidarité exigeante à travers, entre autres, les distributions gratuites, la réhabilitation des forages, l'assistance multifonctionnelle des populations de Tessalit et Agolok, victimes d'inondations le 9 juillet dernier. Les membres de la délégation ont rendu une visite aux notabilités de la ville avant de se rendre à l'aéroport pour regagner Bamako. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur la capitale et qui ont causé d'énormes dégâts, le ministre de la Solidarité et son collègue de la Sécurité étaient cet après-midi sur le terrain pour s'enquérir de la situation des sinistrés et apporter la solidarité du gouvernement. Le compte-rendu de Al-Husseini Touré. Cet après-midi, à l'école de Korofina, l'un des 2 centres principaux d'accueil des sinistrés de la commune 1, le linge des sinistrés séchait encore au soleil. Ici cohabitent 282 sinistrés, dont 232 enfants. À leur côté, la Croix-Rouge malienne qui a déjà fourni couverture, moustiquaires, grésil et eau de javel. La visite des 2 ministres est la traduction de la solidarité de l'État malien envers ces populations éprouvées qui manquent de presque tout. En ce qui concerne le ministère en charge de la solidarité, donc depuis hier, nous avons déjà envoyé sur place des matériels de couchage, donc des nattes, des couvertures, des moustiquaires imprégnés, des tasses, des bouilloires, des seaux, pour permettre aux collectivités, aux maires de pouvoir faire face
à l'urgence qui était d'héberger les gens et de leur donner au moins un minimum pour qu'ils puissent dormir. Officiellement, le bilan quand même enregistré par les services de sécurité et de protection civile, alors s'établit, n'est-ce pas, à 25, n'est-ce pas, décès. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, il y a quand même des maisons quand même qui se sont écroulées. Il y a même des véhicules, n'est-ce pas, qui ont été emportés par les eaux, des véhicules, des engins à deux roues et pas mal de choses. L'école de Zeguenebougou abrite 12 familles avec une moyenne de 20 personnes par famille. En commune 4, ce sont les groupes scolaires de Lafia-Bougou et de Taliko qui accueillent les sinistres. Dans un premier temps, en amenant des provisions jusqu'à hauteur de 8 tonnes de riz, et 8 tonnes de mil, 5 tonnes de sucre, 400 nattes et 200 bouillards, et puis avec 300 couvertures. Donc depuis hier, effectivement, la mairie en collaboration avec les différents services, c'est-à-dire que la sécurité, notamment la police, la protection civile, et puis le service du développement social de la commune 4, le concert avec le CSRF aussi, et ont pu quand même acheminer, c'est-à-dire que les victimes au niveau des sites. Une commission multidisciplinaire devrait évaluer le sinistre et proposer des solutions. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, accompagné du gouverneur du district, se sont également rendus sur quelques sites qui accueillent les sinistrés. Le compte rendu de Nando Dambélé. Ce sont les communes 1 avec plus de 40 familles touchées et la commune 4 avec plus de 400 personnes sinistrées qui ont reçu la visite du ministre Moussa Senko Coulibaly. Nous avons tenu à apporter notre solidarité, notre compassion aux familles des victimes et voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer les mesures qui ont été déjà prises par les mairies de Pizière. Ces deux mairies sont très actives sur le terrain. Elles ont réussi à apporter tout ce qu'il fallait apporter comme premier élément de secours à nos populations sinistrées. Donc nous allons renforcer cet effort en accompagnant les deux mairies, mais aussi nous allons accompagner les services de la protection civile, les services de police et d'autres services sociaux qui depuis hier, mais aussi des organisations comme la Croix-Rouge, comme Islamic Relief, qui sont sur le terrain, qui sont en train d'assister ces populations. La plupart des victimes dont les maisons se sont écroulées ou sont emportées par les eaux ont été accueillis dans des sites d'hébergement officiels ou spontanés au niveau des établissements scolaires. Ce qu'il fallait faire, c'était d'abord parer à l'urgence. Et je pense que les services des deux communes sont en train de réussir ce travail et de faire ça correctement. Nous avons encore quelques jours avant l'ouverture des classes. Je pense que nous allons mettre à profit ces quelques jours afin de définir les solutions sur le long terme. Ici comme ailleurs, le ministre Moussa Senko Coulibaly a tenu à exprimer toute la sympathie et la solidarité du gouvernement aux populations victimes de ces inondations. Vous l'aurez entendu, la Croix-Rouge malienne a également pris le devant venant au secours des victimes de ces inondations. Cela à travers un soutien matériel aux populations sinistrées des communes 1 et 6 du district de Bamako, des dons composés de tentes, de couvertures, de kits de cuisine, de grésil et d'eau de javel. Moussa Fane. 37 tentes, 168 kits de cuisine, 1200 couvertures, 350 cartons d'eau de javel, 600 moustiquaires. Voilà la composition du don offert aux sinistrés des communes 1 et 4 du district de Bamako par la Croix-Rouge malienne. Un don qui devrait contribuer à soulager les bénéficiaires. Nous ne pouvons que remercier la Croix-Rouge qui vient de nous aider après cette pluie. Et nous allons prendre soin de ce qu'elle vient de nous offrir. Nous saluons cette action de la Croix-Rouge malienne. Le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne invite les bénéficiaires à une utilisation judicieuse du don. Et on parle de catastrophe, c'est lorsque ces populations sont à un niveau où réellement le désagrément menace leur subsistance et leur existence. L'appel que nous lançons, c'est une utilisation appropriée. C'est dire que c'est vrai que si le besoin est là, l'utilisation sera tout à fait dans cette logique. Donc bien sûr, la sensibilisation accompagnera tout ça. La Croix-Rouge malienne n'entend pas s'arrêter là. Elle compte apporter d'autres soutiens aux sinistrés du district de Bamako. Plusieurs messages de compassion nous sont parvenus suite aux pluies diluviennes qui ont causé d'énormes dégâts.
des dégâts des pertes en vies humaines et également matérielles. Il s'agit donc des messages de la coalition IBK Le Mali d'abord, du parti Élément, de l'Union pour la République et la démocratie, du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement pour la protection de l'environnement et le développement durable. Ils présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils interpellent par la même occasion les citoyens, les autorités municipales ainsi que celles en charge de l'urbanisme d'observer et de faire observer les normes requises en matière d'urbanisme et d'habitat. Les membres du Conseil fédéral des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA en réunion à Bamako. La rencontre vise non seulement à renforcer la profession bancaire, mais aussi à promouvoir un système financier inclusif et performant pour les 8 pays de l'UEMOA. Pour ce faire, certains défis sont à relever. Il s'agit notamment de la question de la sécurité, de la disponibilité de l'énergie et de la décentralisation de la Banque centrale. Toutes ces préoccupations sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion de Bamako, dont le compte-rendu est signé Brahma Traoré. Apprécier l'état actuel des champs, telle est la raison de cette visite qui a conduit le ministre Berthet dans les champs de Bakary Togola. Ici, dans la zone de l'Office de Haute-Vallée du Niger, l'agropasteur Bakary Togola exploite une superficie cumulée d'environ 500 hectares, dont 350 hectares de maïs. Même si la répartition des pluies n'était pas globalement satisfaisante en juillet, le stade végétatif du maïs est actuellement à la maturation. Cette année, j'ai fait 1077 hectares. Toutes les nouvelles technologies, il faut que les producteurs se mettent à appliquer ça. Nous l'avons conseillé des techniques et nous continuons à conseiller les techniques rurales dont il avait besoin. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de l'eau de surface, mais il faut avoir la maîtrise de l'eau souterraine. Pour le ministre de l'Agriculture, Baba Berthet, accompagner les activités rurales afin d'assurer une autonomie alimentaire est un défi à relever. C'est pourquoi il a exprimé sa satisfaction et son soutien indéfectible aux agriculteurs après les visites des champs et d'autres infrastructures agricoles. On peut faire de l'agriculture, mais on sort de l'agriculture aléatoire, progressivement, parce que les équipements que j'ai vus ici, les motopompes, les tracteurs, les charrues, les animaux, c'est quelque chose qui demande un investissement lourd. Et sans le soutien de l'État, je pense que ça va être difficile de promouvoir une agriculture à grande échelle. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires et des centaines d'emplois en plein temps ou temporaires chez Bakary Togola. En plus de cela, l'exploitant compte à l'avenir créer un centre de formation agricole. Outre les besoins de professionnalisation du secteur agricole, Bakary Togola a exprimé au ministre d'autres préoccupations du moment, telles que la question foncière, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Vous l'aurez compris, c'était plutôt le reportage de la visite du ministre de l'Agriculture qui était dans les exploitations agricoles de Bakary Togola. Il s'est rendu successivement à Marako et Dialakoroba dans la commune rurale de Sanankoroba en zone OHVN. Le gouvernement veut promouvoir la pisciculture au Mali et assurer une autosuffisance alimentaire. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Élevage et de la Pêche et celui de l'Agriculture se sont rendus dans la ferme de Boubacar Diallo, une visite qui renforce également le partenariat public-privé. Le compte-rendu de Modibo Ouattara. Cette visite de ces deux membres du gouvernement de transition entre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les acteurs de la filière piscicole ont aujourd'hui comme référence la ferme piscicole Diallo de Tanima, bâtie sur 10 hectares, un cadre d'école. Elle illustre parfaitement l'engagement du secteur privé à rester le moteur du développement. Aujourd'hui, vous voyez, le fleuve est là. La pêche a atteint ses limites. Donc, il fallait une autre solution alternative pour résoudre ces difficultés-là. Donc, la production aujourd'hui des alevins, on peut même ensemencer les mares et puis même le fleuve. Pourquoi pas? Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Aucun développement dans le monde ne saurait se passer de la collaboration publique-privée, d'où toute l'importance de l'accompagnement de nos hautes autorités. Et nous venons vraiment de découvrir une écologie qui a une grande capacité de production d'alevins. Il ne reste que tout simplement aller de l'avant pour le développement de ce sous-secteur, à travers notamment des périmètres piscicoles, à travers d'autres systèmes de production aquacole. Cette visite m'a permis
constater que, en tout cas au niveau du Mali, il n'y aura plus de manque de poissons. On peut avoir des éleveurs, on peut avoir de l'alimentation, on a de l'espace un peu partout, parce qu'on peut faire la pisciculture dans sa maison. La pisciculture de la ferme Diallo, c'est une chaîne. De l'aliment poisson à l'éclosion, en passant par l'élevage dans des étangs, rien n'est laissé au hasard. L'usine où on produit l'aliment pour poissons. On produit des aliments enrichis et qui accélèrent la croissance des poissons. Je pense que c'est déjà une initiative qu'il faut saluer. Avec l'ensablement de nos cours d'eau et la rareté des poissons, la pisciculture de nos jours est une démarche incontournable. Une course de fond qui nécessite l'accompagnement des plus hautes autorités. Ceci pour avoir des carpes, des silures ou autres types de poissons dans nos assiettes. Rencontre de la mission de supervision de la campagne agricole avec les producteurs et agents du secteur de l'agriculture de la première région. La situation pluviométrique, alimentaire, phytosanitaire et la subvention des intrants. Voilà les sujets évoqués au cours de cette visite. Le compte-rendu de Kansuto Kanouti. À Séro, la délégation a visité le lac Gourou qui est exploité difficilement pendant la saison sèche par les populations il y a de cela plus d'un siècle. Selon les paysans, ces difficultés sont dues au manque d'équipements et d'aménagements appropriés. À Tambakara, l'équipe de la mission, en compagnie de celle de la direction régionale, a d'abord visité le champ de Niébé de Sekoubi Diadoukoué avant de se rendre dans celui de Suleiman Savadougou à Samé, où l'on peut observer des plants de maïs et de courge. L'état de ces cultures est satisfaisant et répond au rythme de la pluviométrie actuelle. Dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Malgré qu'il y a des pauses où la pluviométrie arrive un peu en retard. Pour M. Demba Diallo, chef de la mission de supervision, la saison s'annonce bonne. La répartition des pluies de cette année est meilleure à celle de l'année précédente. Cependant, il déplore l'arrivée tardive des bras valides pour les travaux champêtres à cause des activités d'orpaillage assez répandues dans la région. La situation alimentaire est vraiment bonne et elle est consécutive à la bonne récolte enregistrée l'année passée. Mais sur le plan toujours social, c'est un peu l'activité d'orpaillage où vraiment la main-d'œuvre est absente actuellement dans les zones agricoles. Cela a eu quand même des effets sur le démarrage de la campagne agricole. La situation phytosanitaire est relativement calme dans l'ensemble. Néanmoins, il y a eu des traitements contre les sauteriaux sur une superficie de 25 hectares. Dans la commune de Bangassi, une superficie de 5 hectares en sorgho était infestée par le striga. Des essaims d'oiseaux granivores ont été aperçus par des paysans à Amdalaï dans le cercle de Diafounougouri et à Bena dans la commune de Touya. Des dispositions ont été prises pour le déclenchement de la lutte anti-aviaire. World Vision vient d'investir plus de 107 millions de francs CFA pour garantir la sécurité alimentaire des populations des 7 communes rurales de la plaine de Konosso dans le cercle de Sang. Parmi les réalisations, une digue de 3 km qui a été réceptionnée hier par les autorités sanois. Le compte-rendu de Kandesila. La réalisation de la digue de Konosso dans la zone du développement sectoriel de Djili par World Vision va permettre l'exploitation optimale d'environ 4200 hectares en riziculture. Les populations cibles qui sont sorties massivement à la réception officielle sont 4 communes rurales du cercle de Sang, Nyamana, Djili, Torosso et Djakouruna, ainsi que 3 du cercle de Bla, les communes de Colonie, Djaramana et Yangassou. La première phase des travaux de réhabilitation de la plaine a été exécutée en 2011 avec le curage du canal principal, à peu près 7 km, et de 2 canaux secondaires d'un montant estimé à 34 millions de francs CFA. La digue que nous inaugurons aujourd'hui constitue la deuxième phase des travaux. Cette digue d'une longueur de 3 km a coûté à peu près 73 705 000 francs CFA. Avec ces réalisations, a expliqué le responsable chargé de l'agriculture Aruna Sangaré, la production du riz passera dans la zone de 4 000 à 12 000 tonnes du riz, sans compter des activités de maraîchage ou de pisciculture liées à ce projet. La plaine ainsi aménagée pour un coût de 73 705 000 va assurément vaincre dans le stade de sang la faim, la soif, la maladie, l'analphabétisme,
j'allais dire la pauvreté. Aussi, le préfet, tout comme le chef du village de Konoso, Brahma Dambélé, le maire de la commune de Niamana, Salifou Tangara, tous, au nom des communautés bénéficiaires, ont exprimé leur gratitude à l'ONG World Vision, une ONG qui intervient au niveau du cercle de sang dans plusieurs secteurs comme l'éducation, l'eau et la santé, entre autres. Les membres du Conseil fédéral des associations professionnelles des banques, je vous l'annonçais, et établissements financiers de l'UEMOA sont en réunion dans notre capitale. La rencontre vise non seulement à renforcer la profession bancaire, mais aussi à promouvoir un système financier inclusif et performant pour les 8 pays membres de l'UEMOA. Pour ce faire, certains défis sont à relever. Il s'agit notamment de la question de la sécurité, de la disponibilité de l'énergie et de la décentralisation de la Banque centrale. Toutes ces préoccupations sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion de Bamako. Le compte-rendu est signé Brahma Traoré. Réunion de la Fédération de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de l'UEMOA, des acquis et des défis sur la table de discussion. Concernant les premiers points, les activités réalisées par la Fédération donnent satisfaction, parmi lesquelles le renforcement des moyens d'action de l'association et l'instauration d'un climat de concurrence saine entre les membres et bien d'autres. La Fédération des APB apporte une contribution de très grande qualité au renforcement de la profession bancaire, à la promotion d'un système financier inclusif et performant au service du développement et de la croissance économique dans l'espace IMOA. Au fil du temps, la Fédération s'est imposée comme une véritable force d'analyse, de proposition et d'action, ce qui s'est traduit par une plus grande lisibilité de son rôle et de ses orientations stratégiques. Le second point inscrit à l'ordre du jour de la réunion est relatif aux grandes préoccupations économiques. Les premiers responsables de la communauté bancaire réfléchissent notamment à l'accroissement et à l'amélioration des services financiers offerts aux populations de l'espace communautaire. Cette tâche ne peut malheureusement s'exercer si certaines entraves ne sont pas levées. Il s'agit entre autres de la question de la sécurité, la question donc de l'énergie, la disponibilité de l'énergie et de son coût, la question donc de l'amélioration du climat des affaires, notamment les questions liées à la justice dans nos États, et éventuellement la question donc de la décentralisation de la Banque centrale pour nous permettre donc de sécuriser notre activité. Trouver une solution à ces préoccupations, c'est permettre à la Fédération des APBF de faire face à la concurrence et de jouer tout son rôle dans un marché financier mondialisé. La rencontre de Bamako aborde également l'épineuse question de la bancarisation, dont le taux reste encore faible au sein de l'espace UEMOA. Selon le dernier rapport de la Commission bancaire, le taux de bancarisation de notre sous-région était estimé en moyenne à 7,9% en décembre 2011. Il varie de 1,7% à 13,4%. Certes, les indicateurs de bancarisation ne sont pas bons. Pour autant, la situation n'est pas sombre. Depuis 5 ans, il y a eu une réelle dynamique de massification des services bancaires qui est en cours et qui laisse présager pour la future décennie un infléchissement important de la tendance actuelle. De la réunion de Bamako devront sortir des résolutions qui devront servir de feuille de route pour la Fédération afin de développer davantage l'activité bancaire au sein de l'espace UEMOA. 10e anniversaire de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, une journée mise à profit pour faire le point des réalisations, identifier les défis et envisager les perspectives. Occasion également pour commémorer les 50 ans du Comité national alimentaire. Le compte-rendu de Fatoumata Kone. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, ANSA, s'impose après 10 ans d'existence. Cela en faisant respecter les normes sanitaires par les producteurs agroalimentaires et les consommateurs. Tout aliment qui peut constituer un risque pour le consommateur, nous le contrôlons. Deuxièmement, ça peut être des choses banales comme des germes, des bactéries qui peuvent donner une intoxication. Ça, les gens voient ça rapidement. Mais les autres contaminants qui sont insidieux qu'on ne voit pas, c'est à la longue que ça peut poser problème. Placé sous le signe de la rénovation, ce 10e anniversaire de l'agence est mis à profit pour faire le point des réalisations en vue d'identifier les défis à relever. Les études et les évaluations des entreprises conduites par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments ont démontré que la plupart des dangers alimentaires au nombre desquels les intoxications pourraient être imputables aux mauvaises conditions d'hygiène, de production, de transformation, de stockage, de transport ou d'utilisation domestique des aliments.
Selon l'OMS, 7000 personnes, tout âge confondu, décèdent chaque année en Afrique par suite des diarrhées hydriques ou alimentaires. Pour faire face à cette problématique au Mali, le gouvernement a créé l'ANSA. La structure travaille en étroite collaboration avec le Comité national du Codex Alimentarius CNCA, un comité qui amende les avant-projets concernant l'agroalimentaire. Cet anniversaire de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments coïncide avec le cinquantenaire du Comité national du Codex Alimentarius. Les enfants de militaires renouvellent leur reconnaissance à l'armée malienne et à ses alliés pour les efforts consentis dans la restauration de la paix dans notre pays. Ils viennent de leur décerner des distinctions. C'était au cours d'une cérémonie en présence des représentants de l'armée, du ministre de la Communication et du président de la Commission Dialogue et Réconciliation. Le compte-rendu de Mamour Sidibé. Les enfants des militaires du Mali, dirigés par Mme Kone Oumou Sangaré, ont fait de ce jeudi une journée de reconnaissance en l'honneur des pays contributeurs pour la paix au Mali. Au nombre des contributeurs qui viennent de recevoir des distinctions, il y a la MINUSMA, l'Union européenne, l'opération Serval, la MISMA, la CEDEAO, la Chine et le Tchad. Cette journée pour nos parrains est une leçon de l'histoire. Les événements et les actions qui se sont déroulés ces derniers mois au Mali ont remis à leur place véritable les valeurs de solidarité, de confraternité ayant servi de fondement à l'Organisation des Nations Unies et de repère aux pères fondateurs de l'Union africaine. Le représentant de la force Serval a, au cours de la cérémonie, renouvelé la volonté de son pays à accompagner le Mali pour la restauration de la paix et de la démocratie. Nous sommes bien évidemment très honorés de recevoir ce prix qui symbolise toute notre amitié, tout notre engagement auprès de nos frères maliens. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'au nom du général Foucault, j'ai reçu ce tableau. Et bien évidemment, mes pensées sont allées vers les 7 des nôtres qui sont tombés sur cette terre pour reconstruire ce pays que nous aimons, ce pays frère. Et donc l'émotion est très grande. Au menu de la cérémonie, Bako Dagnon, Mamadou Tunkara et Koumba Diabaté se sont succédés sur la scène pour rappeler les valeurs historiques de notre pays. Nous restons avec les jeunes et ces 18 boursiers sur la France qui ont reçu cet après-midi leur titre de voyage. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Isaac Thierno, compte rendu. Ils sont 18 bacheliers sélectionnés après concours à bénéficier de cette bourse d'études sur la France. La cérémonie solennelle et pleine d'émotion a été l'occasion pour les responsables de l'éducation de féliciter et prodiguer des conseils à ces futurs cadres du Mali. Les bénéficiaires ont choisi de se former dans les filières telles l'informatique, les mines, les ponts et chaussées, la bioinformatique et l'énergétique, entre autres. Une fois le diplôme obtenu, ces bacheliers promettent de retourner au bercail pour contribuer au développement du pays. Je tiens à m'engager au nom de mes camarades à faire de notre mieux au cours de notre formation pour apporter à notre retour, Inch'Allah, notre pierre au développement du pays, afin que le Mali aussi soit un pays émergent. Cette bourse est le fruit de la coopération Mali-France. La promotion 2013-2014 est la 14e du genre. C'est un programme qu'on peut réellement qualifier de bilatéral. On parle souvent d'aide bilatérale, mais elle est souvent unilatérale dans le sens où c'est un financement qui est accordé à tel ou tel partenaire. Et c'est un signe de plus de la fraternité manifestée, notamment cette année, entre la France et le Mali. Faire du Mali le pays qu'il devra être, solide, dur et qui comptera. Donc nos bénédictions vous accompagnent comme on fait chez nous et nous sommes certains que vous nous reviendrez comme vous-même vous souhaitez pour venir prendre la relève. Je leur demande de prendre exemple sur leurs prédécesseurs pour honorer la nation malienne en méritant des valeurs de discipline, d'abnégation et de culture de l'excellence. Les étudiants ont par cette occasion reçu leur titre de voyage en présence de leurs parents. Et page noire de cette édition, Al-Hassan Konaré nous a quittés ce mardi 27 août
À l'âge de 77 ans, sa brillante carrière professionnelle a fait de lui officier de l'Ordre national du Mali en 2005. Le docteur en sciences biologiques, spécialité pêche continentale, a été conduit cet après-midi à sa dernière demeure. Le compte-rendu de Noum Sissoko. C'est ici, au cimetière de Djelibougou, que repose désormais Al-Hassan Konaré. Le docteur en pêche continentale a eu un parcours professionnel bien rempli et une retraite qui n'a pas été de tout repos. Après avoir intégré la fonction publique en octobre 1964, il a successivement servi comme directeur de l'opération pêche Mopti de 1968 à 1979, directeur de cabinet au ministère du Plan et des Transports de 1980 à 1982, directeur de cabinet au ministère de l'Industrie et des Mines de 1982 à 1984, expert pêche pour le développement de la pêche maritime en Mauritanie de 1985 à 1987, expert pêche auprès de la FAO pour le développement de la pêche continentale en Afrique centrale, au Zaïre et dans les pays des Grands Lacs de 1987 à 1992, professeur à l'IFRA de 1992 à 1995. En janvier 1996, il fit valoir ses droits à la retraite. Bien même qu'il soit à la retraite, il est nommé directeur du bureau de l'étude CNES de 1996 à 2000. Sa longue carrière professionnelle a été marquée par le sens élevé du devoir, le respect de l'autre et une disponibilité à accompagner la jeune génération. Je me rappelle tout jeune stagiaire que nous étions à l'opération pêche. C'est le docteur Konaré qui nous a prodigué les conseils nécessaires, qui nous a formés, qui nous a intégrés à la fonction publique et qui a tenu à ce que nous fassions carrière dans ce service-là. J'ai connu Alassane Konaré comme étudiant en 1963 à Lille. Lui, il était à la fac de sciences. Moi, j'étais en fac de droit et à l'école supérieure de journalisme de Lille. J'ai apprécié son comportement. C'était un homme calme, sérieux, qui n'a jamais eu de problème avec personne, à ma connaissance. Et vraiment, à Lille, tous les étudiants l'aimaient bien. À 77 ans, Al-Hassan Konaré laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et de nombreux petits-fils. Que son âme repose en paix. Et cette nouvelle sportive, avant de fermer cette édition, les demi-finales de l'Afro-Basket masculin 2013 Côte d'Ivoire se jouent demain. L'Égypte rencontre le Sénégal à 16h et à 18h30. La Côte d'Ivoire sera face à l'Angola. Le premier match est à suivre sur la première chaîne et le match Côte d'Ivoire-Angola, la deuxième rencontre donc sur TM2. Les amateurs de football peuvent se regarder à partir de 18h45 sur l'ORTM, la Super Coupe d'Europe entre le Bayern de Munich et Chelsea. Cette édition s'achève dans